Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 111 du podcast Mes trucs de prof pour la deuxième partie de mon entretien avec Laura Marie de l'atelier de l'orthophoniste.com. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée des métiers de l'enseignement, de la formation et de l'éducation. Et dans ce podcast, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des outils, des idées et plein d'autres choses dans le but de réfléchir et faire réfléchir aux pratiques et aux métiers d'enseignant dans toutes ses dimensions. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes et sur le site mestrucsdeprof.fr. Avant d'écouter cet épisode, je vous invite à d'abord écouter l'épisode 110 pour entendre le début de notre échange. Voici donc la seconde partie. Alors nous revoici et commençons avec une question d'une auditrice au sujet de la méthode globale. Elle voulait avoir ton avis concernant la méthode globale et notamment en lien avec l'apprentissage des sons complexes. Non, c'est un sujet, la méthode globale, parce qu'alors en fait, théoriquement la méthode globale n'est plus du tout enseignée à l'heure actuelle, mais là c'est la théorie. Théoriquement, elle n'est plus du tout enseignée, sauf qu'en fait dans les faits, quand tu regardes, alors là, moi, mon dernier, je sais pas si tu avais suivi mes derniers posts, mais là, oui, j'ai suivi. C'était de savoir à quel point on mettait de la globale dès la maternelle. Bon, ça, c'est un sujet à part entière. Mais bon, là, si j'en reste du coup aux méthodes de lecture qu'on donne aux enfants en début d'apprentissage, il y a quand même beaucoup de passages par la globale. Et surtout ceux dont les enseignants n'ont pas forcément conscience, c'est que, et c'est vraiment un de mes chevaux de bataille, je devrais dire, c'est que quand on aborde l'orthographe, l'orthographe est quand même beaucoup abordé de façon globale à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, on donne des mots à mémoriser. Ouais. Mais sans les étudier, sans ressortir la fréquence des sons, sans étudier vraiment les graphies en termes de position, quand il est en initiale, quand il est en médiane, quand il est en finale. Ça, c'est de l'analytique. Moi, je prône l'analytique, en fait, vraiment. Et là, du coup, par exemple, la question de l'auditrice sur la globale pour les sons complexes, non. Si on fait en global, donc admettons qu'on veuille travailler les sons complexes comme aïe, ouïe, œil. Et qu'on fasse du coup mémoriser de façon globale à l'enfant un mot qui comporte des aïe ou œil, si on ne va pas décortiquer comment se construit des mots qui ont aïe ou œil, je veux dire sur le plan orthographique, c'est-à-dire que un mot qui se termine en aïe, donc là déjà, où se situe le aïe ? Est-ce qu'il est au milieu du mot ? Est-ce qu'il est à la fin du mot ? S'il est à la fin du mot, est-ce qu'on a un mot masculin ou un mot féminin ? Parce que si du coup c'est un mot masculin, ça va se terminer A-I-L. Si c'est un mot féminin, ça va être A-I-L-L-E. Et c'est une structure qui revient tout le temps pour les ouilles, pour les œils, pour les œils aussi. Et si c'est en milieu de mot, ça va être A-I-L-L ou O-U-I-L-L. Et ça, amener les enfants à analyser ça, mais c'est tellement capital. On ne peut pas le faire de façon globale en fait. Ouais. On peut pas. Mais en fait, je pense que ce qui est difficile des fois, c'est de décomposer, déjà pour soi en tant qu'enseignant, de redécomposer les cas et de soi-même aller analyser et d'amener les élèves par de l'analyse de corpus et de mots de comparaison, de dire à tirer des conclusions. Voilà. Tu vois, ne serait-ce que pour la graphie du haut. Tu vois, tu mets des étiquettes, tu amènes les enfants à essayer de voir, le EAU, c'est quand même quasiment tout le temps en fin de mot qu'on le rencontre, le EAU. Oui, on peut tirer ce genre de conclusion. Même les mots qui se terminent en O, donc soit ça va se terminer en EAU, soit ça va se terminer en OT en français, la majorité. Alors on peut avoir du AUD comme dans crapaud, mais quand même, en termes de fréquence, les amener à prendre conscience que quand on a un mot qui se termine en O, il y a de fortes chances que ce soit EAU, soit OT, comme escargot, comme et c'est quand même, c'est pas abordé comme ça tellement en fait l'orthographe. C'est un autre message que moi j'avais envie de faire passer aujourd'hui, c'est-à-dire d'éviter d'aborder l'orthographe de façon globale, c'est-à-dire t'abordes l'orthographe de façon globale quand tu proposes des listes de mots à mémoriser. Voilà. Sans les analyser. Et pourtant, c'est tellement fait. Et parce qu'aussi, je pense qu'il y a un moment donné où
je sais pas comment dire, mais où on estime que les élèves l'ont fait avant ou qu'ils le savent, et on donne les mots sans, comme tu dis, sans les analyser, sans créer d'analogie. On va donner, parce que aujourd'hui on a envie de faire une dictée avec râteau et manchot. Bon, je sais pas quelle phrase pourrait avoir les deux, mais et on va leur donner ces mots-là à apprendre parce que c'est dans cette dictée-là. Alors que, et j'ai vu en plus que c'est ce que tu faisais dans les listes de mots par analogie que tu proposes sur ton site. C'est, en fait, ce serait tellement plus simple d'organiser les mots quand après les avoir étudiés et avoir tiré ces conclusions-là avec les élèves, encore une fois, et de mettre du sens plutôt que de leur prendre la liste comme ça. En fait. C'est ça, voilà. C'est mieux pour le travail orthographique, tu vois. Là, si je peux faire vraiment passer un message, c'est de faire attention au travail thématique. Mais. Attention au travail thématique en orthographe, mais vraiment attention, parce que moi je vois beaucoup passer, du coup, il y a je sais qu'il y a des supports qui sont à la mode chez les enseignants pour travailler tout ce qui va être, et en soi les supports sont beaux et intéressants parce que du coup ça amène les enfants à s'intéresser à l'art ou à s'intéresser à l'histoire ou à s'intéresser, mais là je voyais du coup chez un petit gars que je suis en CE2 qui probablement a ces dictées thématiques là, il fallait qu'il mémorise, je sais plus, Sphinx, sarcophage, des mots qui sont ultra complexes, en fait, sur lesquels on peut déjà se poser la question de la fréquence, c'est-à-dire que des mots, en fait, il faut aussi qu'il y ait une gradation chez les enfants et dans le vocabulaire qu'on propose à mémoriser aux enfants en termes de fréquence. C'est-à-dire, il faut d'abord qu'ils puissent mémoriser du vocabulaire de la vie de tous les jours, du vocabulaire qu'on va rencontrer. Et ensuite, quand on mêle dans une même dictée des mots qui sont très différents les uns des autres, c'est-à-dire sans analogie, sans conclusion à tirer à partir d'une graphie, justement parce qu'on n'étudie pas telle ou telle graphie en détail, moi je trouve ça en fait contre-productif. Contre-productif dans le sens où oui, peut-être que du coup ils vont retenir quelques petits mots par-ci par-là, mais en fait ils vont pas réussir à bien les catégoriser, ils vont pas réussir à bien les réexploiter ensuite en fait. Donc attention au travail thématique et attention de tout miser sur la mémorisation. C'est-à-dire qu'une mémorisation sans analyse, sans décortiquage, c'est très peu efficace en fait. C'est très peu efficace. Et puis en plus, plus tu as les éléments de compréhension et d'analyse, moins tu as besoin de mémoriser. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple du EAU à la fin, tu as peu de chances de te tromper si tu as mémorisé que le O à la fin, c'est souvent EAU ou OT. Tu t'encodes quelque chose. C'est exactement ce que j'enseigne dans mes ateliers, ou ce que j'enseigne à mes patients dysorthographiques. Et alors en plus, ça c'est scientifiquement montré, que quand on enseigne l'orthographe de cette façon-là aux enfants, ça profite et aux enfants qui sont doués en orthographe et aux enfants qui sont fragiles en orthographe. Donc même les enfants dysorthographiques, en fait, là moi depuis des années, je n'utilise plus que cette façon de faire, c'est-à-dire du coup par enseignement, par fréquence de graphie en fait, et par morphologie, et c'est hallucinant. Ils me disent tous, même là du coup je reprends avec des enfants qui sont ados et qui ont des niveaux d'orthographe de primaire, c'est-à-dire du coup j'ai des enfants de 13-14 ans qui ont des niveaux de CE1 ou CE2. Quand on reprend tout ça et qu'on voit du coup l'orthographe comme une construction, comme un code à craquer, comme justement quelque chose qui se construit comme des petits Legos, tu vois, c'est-à-dire que tu leur donnes les clés pour pouvoir assembler avec des préfixes, avec des suffixes, avec justement des graphiques qui reviennent régulièrement, soit en début de mot, soit en fin de mot. Enfin, genre, tu vois, ne serait-ce que quand tu étudies le son Z, le Z, voilà, je veux écrire un Z, les rendre autonomes. Donc là, t'es dans ton mot, moi c'est ce que je fais avec mes patients, t'es dans ton mot, tu veux écrire Z. Pose-toi la question, c'est en début ou c'est en fin de mot? C'est en début de mot, c'est un Z alors. Tu n'auras jamais de S qui fera Z en début de mot. D'accord ? Si ça fait Z en fin de mot ou en milieu de mot, te pose pas la question, c'est forcément un S. Voilà, sauf si tu as des nombres comme 13, 14, 15, 16. Voilà. Mais du coup, tu leur simplifies tellement la tâche. Là, ils n'ont pas à apprendre par cœur, ils sont autonomes en fait. Exactement. Tu leur donnes des clés et c'est hyper important. Si du coup on abordait l'orthographe comme ça, de façon vraiment analytique et pas globale, c'est-à-dire du coup je veux transcrire un son,
Comment je le transcris, voilà. Il y a des clés comme ça, il y a quelques clés comme ça à avoir, mais en fait les enfants sont hyper autonomes et c'est surtout que tu vois sur leur visage comme ça se détend. Ils se disent oh, ah mais c'est seulement ça. Ah, mais il n'y a que ça à savoir. Parce qu'ils se font tellement une montagne de l'orthographe en mettant quelque chose. Enfin, chez les grands, tu vois, les grands qui, du coup, ont acquis que l'orthographe, c'était quelque chose de compliqué, qu'il y avait tout le temps des exceptions, qu'en français, c'était une langue difficile. Quand tu leur montres qu'en fait, non, il y a un code, et qu'il y a un code à craquer, et qu'il y a des récurrences, ben, en fait, ils sont tellement ravis. Ils sont tellement ravis. Ouais, et puis c'est motivant et c'est moins rébarbatif. Et tu vois, même sans aller jusqu'au jeu, c'est challengeant. Donc du coup, on a envie de chercher et on a envie, même dans une situation qui est pas forcément hyper ludique, et ben ça donne envie de comprendre et d'aller chercher, etc. Donc, Et tu les rends autonomes. Les rends autonomes. Rien que cet après-midi, j'avais une séance avec une ado de 14 ans là. On a vu quelques notions ensemble. Je lui ai lancé du coup des mots qu'elle n'avait jamais écrits de sa vie. Je sais plus ce que c'était, buissonnière. Elle a su les écrire parce que du coup, elle a appliqué juste le code que je lui ai donné. Je lui ai dit fais-toi confiance, fais-moi confiance. On a travaillé ça ensemble. Tu vas y arriver. Elle a appliqué mot pour mot ce que je lui ai écrit. Elle était très étonnée de voir qu'elle pouvait écrire du coup des mots qu'elle ne connaissait pas. Et c'est vraiment ça qui est important en fait, de donner. Et j'aimerais vraiment qu'il... Mais je te suis, je suis ton disciple. Non, mais je suis complètement d'accord parce qu'en plus, quand on aborde les choses, l'orthographe à partir de la mémoire, c'est tellement pléthorique. En fait que du coup c'est décourageant, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont déjà suffisamment mémorisé pour que ça soit facile, en fait, ils se rendent pas compte qu'eux et donc ils sont pas découragés. Et puis tous ceux qui rencontrent en fait des difficultés, même sans aller jusqu'aux élèves qui ont des troubles 10, mais qui rencontrent des difficultés, se découragent. Et on trouve des fois des adultes encore qui sont persuadés qu'ils sont incapables d'être bons en orthographe, alors que quand on leur donne la bonne règle et le bon truc, dire non mais attends, il y a une règle pour ça, t'as pas besoin d'apprendre le dictionnaire par cœur. C'est ça. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Voilà, et c'est ce que je dis, c'est pléthorique, c'est l'océan. Et tu leur sers, en fait, c'est-à-dire que tout mot en soi, si tu ne donnes pas des clés, des codes, tout mot est à apprendre par cœur en fait. Si du coup tu te rends pas compte des récurrences, de ce qui revient, de la structure, ben en fait tu as tout à apprendre. Ouais. C'est hyper décourageant. C'est comme si on te donnait le dictionnaire et qu'on te dit apprends. Ouais. Sauf que oui d'accord, je commence par où, je commence par quoi, je fais quoi, c'est hyper inquiétant, c'est hyper décourageant, c'est peu intéressant et c'est finalement peu efficace parce que les enfants, quand tu tables tout sur la mémoire comme ça, en fait, et qu'en plus tu n'as pas un apprentissage spiralaire, il y a ça aussi, c'est que du coup il faut avoir un apprentissage spiralaire. Si du coup tu fais mémoriser ta liste de mots aux enfants pendant une semaine, qu'après tu fais ta dictée, puis hop, on passe à une autre, et hop, on passe à une autre, en fait ils en font quoi ? Voilà. Et ils peuvent pas le réutiliser en fait. Et c'est ce que tu disais sur l'approche thématique. C'est que du coup, si tu te retrouves pas un peu dans cette thématique-là, tu vas pas le réutiliser. Alors que si t'es rentré par, aujourd'hui, on va travailler sur les mots qui se terminent par O, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Forcément, il y a un moment donné où tu vas pouvoir, même en tant qu'enseignant, où on va pouvoir remobiliser cette connaissance, dire vous vous souvenez ça, on l'a vu, voilà. On l'a vu à tel moment, on a peut-être éventuellement un affichage dans la classe, etc. Puis des mots en haut, on en a ou n'importe quoi, quel que soit ton, on en a besoin tout le temps et on peut aller les remobiliser. Vous vous souvenez, un mot qui se termine par O, comment il peut se terminer, lequel on choisit, pareil pour les aïe, etc. On peut remobiliser du coup en fonction de nos thématiques, aller chercher comme ça. Mais je pense qu'il vaut mieux du coup aborder l'orthographe de façon différente et faire très attention au travail thématique. Mais vraiment, c'est dangereux. Mais même moi, alors c'est un écueil, même moi en tant qu'orthophoniste, quand j'ai démarré, on avait beaucoup de jeux orthophoniques aussi qui travaillent de façon thématique. On va travailler sur le thème du sport, le thème des animaux. Mais en fait, là, je me revois faire par exemple des petits bacs, tu vois, petits bacs avec des enfants pour les faire écrire et après retravailler ce qu'ils avaient eu du mal avec. Mais je me vois leur faire écrire, du coup, on se fait une liste de mots, tu vois, sur les animaux marins.
requin, dauphin, baleine. Je t'en donne 3 qui sont toujours hyper compliqués parce que requin, souvent, ils savent pas écrire le Q-U-I-E-N. Dauphin, c'est pareil, le E de baleine. Et là, tu te dis, ouais, mais en fait, c'est quoi la logique là-dedans? Tu vas faire chaque séance 5 mots à réviser comme ça, mais ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment pas la bonne façon d'aborder les choses. Et voilà, moi je prêche pour ça. Ça me fait penser, parce que là on est sur l'orthographe, mais en fait c'est aussi la même démarche qu'on peut garder pour la conjugaison. C'est-à-dire que en fait, oui, si on décide qu'il faut apprendre par cœur, on ouvre le Becherel et on l'apprend par cœur, mais c'est juste imbuvable. Alors que quand on commence à être capable d'analyser, de comprendre la construction du verbe, la morphologie du verbe et la marque du temps, la marque de la personne, etc., on a moins de choses à apprendre en fait. Exactement. Et là la conjugaison c'est un très très bon exemple parce qu'en plus c'est pareil, c'est hyper décourageant pour les enfants, mais pourtant il y a des récurrences. Il y a même certaines terminaisons qui ne bougent quasiment jamais en fait. Et si on montre aux enfants tout ce qui est stable, au contraire de tout ce qui est instable, parce que c'est ça en fait, si on leur fait apprendre tout le temps comme quelque chose qui change et qui est complexe et qui est dense et tout, ils sont... Mais en fait, psychologiquement, ils sont sous la vague. En fait, tu leur dis ah ouais, mais il y a ça et ça. Alors que quand tu leur montres la récurrence, le truc qui ne bouge pas ou quasiment pas, et comme tu dis, la marque du temps, on va bouger en fonction de la marque du temps de la personne, de façon analytique. L'analytique, c'est la clé, que ce soit en lecture, que ce soit en orthographe, que ce soit en grammaire. On mise trop sur de l'imprégnation et pas assez sur de l'analytique. Et l'imprégnation, c'est de la globale. Et la globale. Ça a ses limites en fait. Ça a ses limites et c'est surtout que ça plafonne très très vite et ça rend pas du tout les élèves autonomes en fait. Puisqu'on est en train de parler un peu d'orthographe, qu'est-ce que tu penses de la question des homophones? C'était une question d'une auditrice aussi. Que penser des homophones qu'on aborde toujours par opposition et ensemble? Alors ça c'est une bonne question. Moi souvent... Alors, ça dépend, encore une fois. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien quand même le faire en opposition, pour le coup. Oui. Alors, autant, tu vois, moi, j'aborde pas... Je déconseille, tu vois, par exemple, d'aborder en opposition les confusions de sons, par exemple. Ouais. C'est-à-dire, du coup, de faire des mots qui font fe, des mots qui font ve en même temps, des mots qui font be, des mots qui font de en même temps, parce que du coup, des enfants qui confondent vont avoir du mal à déconfondre, si tu veux. Ça les aide pas qu'on leur présente tout le temps les choses en même temps. Autant là, alors après, en fait, tout dépend des compétences grammaticales des enfants. Parce qu'en fait, c'est ça souvent les homophones, c'est relié à la grammaire, c'est-à-dire relié au sens. Et souvent, moi je l'aborde du coup avec des enfants quand ils sont bien plus grands quand même et quand on a déjà bien abordé la grammaire. Donc moi en général, j'aborde les homophones en lien avec la grammaire. C'est-à-dire du coup quelle classe grammaticale c'est. Si on parle d'un... Alors après je sais pas, du coup si on a un exemple, les mais, enfin si c'est des homophones grammaticaux quoi par exemple. Je sais pas si c'était des homophones lexicaux, des homophones grammaticaux. Là c'était les homophones grammaticaux là, puisqu'elle parlait d'opposition. Mais je vois ce que tu veux dire et j'avais jamais vu ça sous cet angle parce que j'étais moi aussi plutôt dans l'idée de me dire faut arrêter de les voir ensemble parce que on entretient la confusion comme pour ce que tu disais sur les feux etc sur les phonèmes mais en t'écoutant là je me dis que effectivement c'est peut-être aussi encore une fois une question de sens et d'analytique, c'est-à-dire que si on amène le A avec accent, A sans accent ensemble, en disant juste celui-là tu peux mettre, celui-là tu le remplaces par avait et celui-là tu le remplaces pas par avait, là ça fonctionne pas. Et moi je revois des élèves faire exactement l'inverse en se disant je mets un accent parce que je peux dire avait et du coup mais en fait ils oublient. C'est-à-dire que du coup ils savent qu'il y a un truc. On leur a dit qu'il y avait un truc, donc il faut faire attention. Mais c'est vrai que c'est pas fonctionnel là pour le coup. C'est-à-dire que on décorrèle vraiment du sens. On leur donne un truc. On te donne un truc, sauf qu'en fait, si l'enfant il est pas branché sur de la grammaire, si lui-même il a du mal à savoir du coup quelle est la vraie catégorie grammaticale du mot, comme tu dis, il va te dire, en fait, ça va être un peu au petit bonheur la chance. Donc c'est vrai que
en général, c'est quand même à travailler en grande corrélation avec l'analyse grammaticale, en fait. C'est très difficile, moi, je trouve, de décorréler de l'analyse grammaticale. Et c'est toujours dans cette idée d'apporter de l'analyse, en fait. Mais, en fait, là, tu mets des mots sur quelque chose que intuitivement j'avais, mais pas forcément pensé, mis ma pensée en mots. Mais oui, parce que c'est ce qu'on fait, et sûrement parce qu'on le fait trop tôt, en fait. Si on le fait trop tôt, et effectivement, ça veut dire que tant que les élèves sont pas capables de distinguer quelque part le verbe de la préposition, on ne peut pas le faire ensemble. Et ça, c'est encore un gros sujet, parce que là, tu vois, moi, j'ai ma fille en IEF, donc j'aborde un petit peu, j'ai certains manuels, justement, d'études de la langue et tout, mais je me dis, mais attendez, oh là 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 là, on voit des choses qui sont déjà... l'enfant a à peine construit sa comment dire, sa connaissance du mot, et qu'il peut y avoir du coup des différents mots qui ont différentes fonctions dans une phrase. Et il va déjà comprendre qu'il y a des noms, qu'il y a des verbes et tout. Mais qu'au des fois, on voit des trucs, mais qui sont... ça va beaucoup trop vite en besogne, encore une fois. Je trouve que c'est pas du tout assez progressif. Et c'est vrai qu'on va trop vite. Et puis, je pense à ou, là, tu vois. Ou avec accent et ou et sans accent. En général, le premier qu'on voit, ça va être... en fait... c'est pas un mal de les voir en opposition, mais c'est vrai que le mieux serait quand même d'aborder par exemple le ou bien, tu vois, premièrement, isolément, en analysant à quoi ça sert, etc. Et puis un peu plus tard, voir qu'il existe un autre ou qui sert à dire complètement autre chose. Et là, du coup, on peut lui apporter un petit moyen mnémotechnique, c'est-à-dire du coup qu'on lui met, moi souvent je dis la petite flèche pour dire le lieu, si tu veux. En général, c'est pour dire où est mon frère, où sont les chaussures. En général, on parle d'un lieu. Là, on peut expliquer qu'on met un petit accent qui a une forme de flèche. Voilà. Mais ça veut dire que du coup, il faut d'abord avoir les critères, s'être emparé du concept de l'un, puis de l'autre, pour ensuite pouvoir les travailler en opposition, pour pouvoir travailler, se dire ok, là je fais quoi, je choisis lequel, maintenant que je connais les deux. Mais par contre, en fait... Mais il faut du coup avoir déjà plein de notions grammaticales avant. Voilà. On peut pas les introduire. En fait, par exemple, tu prends l'exemple du ou sans accent ou avec accent, ceux-là, on les rencontre dès le CP. Donc en fait, là, à ce moment-là, les élèves, ils n'ont pas suffisamment de bagage grammatical pour pouvoir les travailler ensemble. Ils ont juste besoin de bien comprendre l'un, ce que c'est qu'un, ou c'est ça, de comprendre ce que c'est que le deuxième, et puis après, plus tard, on pourra les faire choisir, quoi. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Construire vraiment brique après brique le truc, et surtout leur donner les outils d'analyse qui vont avec, et du coup notamment les outils d'analyse grammaticaux. Tant qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une préposition, est-ce que ça a du sens en fait ? Est-ce que ça a du sens de leur faire des exercices d'analyse et de jeu choisi entre l'un ou l'autre ? Si c'est pour aller leur donner des petits trucs et astuces, tu vois, comme tu disais, le a et avait, a avec, tant qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un verbe, est-ce que c'est qu'un verbe conjugué ? Est-ce que c'est qu'une préposition ? Est-ce que ça a du sens de les amener à faire ce genre d'exercice, quoi ? Ouais. Non, mais complètement. Je fais un petit tour de mes questions. Il y avait une question, du coup ça fait revenir un peu sur le bilan orthophonique, mais une question que j'ai oublié de te poser. Qu'est-ce que c'est en fait, en quelques mots, qu'est-ce que c'est en fait le bilan orthophonique et en quoi ça consiste, à quoi ça sert vraiment ? Parce que du coup on l'entend tout le temps, on l'utilise, on demande d'en faire, mais finalement ça se passe comment ? Ça dure combien de temps ? Toi ça te permet de voir quoi ? Alors, je vais avoir une réponse de Normande. Ça dépend. Alors déjà, ça dépend pourquoi. En fait, le bilan orthophonique, il n'existe pas deux bilans orthophoniques. On va avoir un bilan orthophonique de langage oral, un bilan orthophonique de langage écrit, un bilan orthophonique logico-mathématique. Voilà. Tu vas avoir en fait un type de bilan en fonction de la demande. Et ça va pas du tout être la même chose qui va être évaluée en fonction du coup de ce qui va être recherché. Ou tu vas aussi avoir un bilan de déglutition, un bilan... voilà. Donc ça, déjà... Voilà. C'est intéressant parce que, tu vois, moi je pense que souvent... j'ai dû envoyer les familles dire allez faire un bilan orthophonique, un peu comme aller passer le whisk oui, c'est ça. Voilà. Mais en fait c'est parce que du coup sur l'ordonnance du médecin il écrit bilan orthophonique et rééducation si besoin. On va dire c'est quand même une appellation qui a du sens, mais en soi nous
le bilan orthophonique, c'est plein de bilans différents. Ouais. C'est bilan de langage oral, bilan de langage écrit, bilan de logico-mathématique, bilan de neurologie. Enfin bon, tout dépend du coup du champ de compétences dans lequel on est. Mais voilà, donc ça va être difficile de te les détailler tous, mais en gros, en langage oral, on va évaluer tout ce qui va être compréhension du langage. Qu'est-ce que l'enfant comprend en termes de vocabulaire, en termes de phrases, en termes d'énoncés et tout ça. Et on va évaluer tout le versant expressif. C'est-à-dire, est-ce que du coup, il est capable, qu'est-ce qu'il est capable d'exprimer lui-même en termes du coup d'articulation, en termes de mots, en termes de phrases, de syntaxe, de tout ça. Et on va aussi voir au niveau moteur de la bouche, parce que généralement, quand il y a des difficultés d'articulation, on fait aussi un petit bilan qu'on appelle... on va voir les praxies bucco-faciales, on va voir du coup comment il place sa langue. Voilà. Sommairement, on va voir comment fonctionne la bouche, quoi. Ça, c'est pour du langage oral, grosso modo. Donc, compréhension, expression et la partie mécanique, grosso modo. En langage écrit, on va aller voir du coup, pareil, nous, ce qui est vraiment prépondérant, ça va être la compréhension. Hein. C'est pour ça que chez moi, le sens est toujours au cœur de tout, c'est-à-dire que si on ne met pas de sens sur les choses, voilà. Donc moi, j'évalue toujours la compréhension écrite, de mots, de phrases, de textes. Donc voilà, je vais toujours du plus petit au... Voilà. Donc en gros, on va évaluer lecture de mots, lecture d'énoncés, type consigne, et lecture de texte. On évalue souvent quand même la fluence de lecture pour voir, parce que même si en soi, moi, j'en suis beaucoup revenue de la fluence de lecture, même en tant qu'orthophoniste. C'est des orthophonistes qui travaillent énormément la fluence de lecture et tout. Moi, je ne travaille plus du tout la fluence de lecture, mais je l'évalue pour avoir... on va dire une photo de l'enfant à un instant T et des repères. Pour moi, la fluence est un outil d'évaluation, mais pas un outil de rééducation. Tout comme, à mon avis, la fluence en classe devrait être une évaluation pour se donner une idée de l'évolution de l'enfant, mais pas un outil d'apprentissage, en fait. Et quand tu dis ça, tu parles de faire lire un texte et de le chronométrer pour savoir en combien de temps il le lit. D'accord. Sans lui poser de questions après. C'est-à-dire, du coup, tu lis du mieux que tu peux. Et voilà, quand c'est passé 1 minute ou quand c'est passé... Enfin, on s'arrête. Donc ça, c'est vraiment l'évaluation de fluence, parce que du coup, on voit, en gros, on a des repères en termes de fluidité, si l'enfant fait beaucoup de reprises, s'il a du coup beaucoup d'erreurs de lecture, et on a une idée de sa vitesse de lecture. Mais en soi, moi, après, je ne vais jamais rééduquer la fluence de lecture. Mais jamais. Voilà, ça c'est aussi peut-être un gros mythe, mais moi je ne touche jamais ça, sauf si c'est une demande spécifique d'un grand. Enfin, tu vois, j'ai déjà eu des collégiens qui me disaient je lis pas assez vite, je voudrais lire plus vite. Donc là, je vais travailler la vitesse de lecture, mais on est chez des grands. Donc, sinon, je ne touche jamais à la fluence de lecture. Donc, voilà, c'est un outil d'évaluation, mais c'est pas un outil de travail. Voilà, donc ça je le fais du coup dans le bilan, et puis je vais évaluer la partie écrite, c'est-à-dire du coup comment en fait un bilan de langage écrit c'est complet, donc on va voir ce que l'enfant peut lire, peut comprendre, peut écrire, pour voir au niveau de l'orthographe comment est-ce qu'il transfère à l'écrit et la phonétique et le lexical et le grammatical. On regarde les 3 niveaux d'orthographe et on va voir comment sont les prérequis. C'est-à-dire comment est-ce que du coup il entend les sons. On va voir du côté de la phonologie, conscience phonologique, comment ça se passe, côté mémoire de travail, comment ça se passe, côté visuel aussi, comment ça se passe. En gros, les outils. On va aller voir les outils qui devraient être en place, si c'est bien en place ou pas, pour nous donner des indices sur les mécanismes qui pourraient être un petit peu déficitaires. Voilà, et puis un bilan de logico-mathématique, c'est encore différent. Là, on va vraiment évaluer en gros l'enfant dans son raisonnement, dans la numération. Est-ce que du coup la numération est bien complète? Est-ce qu'il a une bonne conscience du nombre? Est-ce qu'il sait bien compter, dénombrer? Enfin voilà, il y a tout un travail autour de la compréhension des consignes encore, et puis en fait des techniques opératoires. Il va y avoir plein de choses autour de ça, mais c'est vraiment un bilan spécifique en fait. Donc un bilan orthophonique en fait c'est plein de choses différentes. Voilà. Si je comprends bien, du coup, c'est pas un texte fixe comme la WISE ou le WISC, etc. C'est toi qui as une batterie d'exercices. C'est normé. Alors chaque orthophoniste
à son bilan. Enfin, on va dire qu'on a des bilans normés qui existent, des batteries de bilan différentes. Après, chaque orthophoniste achète un peu la batterie de bilan qui lui parle, avec laquelle elle est à l'aise. Mais c'est toujours le même texte dans ta batterie de bilan. D'accord, voilà. Ok. Oui, comme ça te permet d'avoir des repères aussi. Comme ça, tu as quand même un repère. Donc, en gros, un bilan, c'est ça. Ça, c'est le bilan. C'est la partie technique du bilan, mais on va aussi avoir, du coup, tout un entretien avec les parents pour connaître le cadre, le pourquoi du comment on consulte. Donc, toute la partie qu'on appelle l'anamnèse pour remonter un peu dans l'histoire de l'enfant. Et puis ensuite, on a la retransmission, du coup, des... Donc là, pour répondre à ta question, comment ça se passe, combien de temps ça dure, c'est très dépendant des orthophonistes. Ok. C'est très dépendant des orthophonistes, mais en général, ça dure au moins 1h30. Souvent, voilà, c'est entre 1h30 et 2 heures dans la moyenne. Après, il y a des orthophonistes qui aiment énormément fouiller, qui ont besoin de faire ça en plusieurs fois. Et ça dépend des enfants, ça dépend des cas, ça dépend des situations, ce qu'on a besoin d'aller voir. Mais en gros, la structure qui est toujours la même, c'est anamnèse, évaluation, et ensuite on fait un retour de nos évaluations avec des conseils et tout ça. Et puis après, il y a aussi la partie écrite du bilan. On rédige notre bilan. Oui. Voilà. Ça doit prendre un certain temps. Ça marche. Donc j'ai 2 dernières questions. Alors une, peut-être que la réponse sera rapide, c'est peut-il y avoir un lien entre le fait d'être bilingue ou trilingue et des difficultés de communication, comme par exemple le bégaiement? Non. Et alors là, la réponse, elle est simple, claire et lettre. Non. Ça aussi, c'est hyper important. Je sais que j'ai une de mes super copines orthophonistes qui est spécialisée dans le bilinguisme. D'ailleurs, si ça intéresse certains, ils peuvent aller consulter son compte. Enfin, le bilinguisme ou le plurilinguisme, en fait, en l'occurrence, ça s'appelle une bulle de 2 langues. Donc, une avec 1. Le chiffre 1, une bulle, et 2 langues avec un 2. C'est vraiment, elle est passionnante. Mais vraiment, du coup, non. En fait, le bilinguisme et le plurilinguisme n'est à l'origine d'aucun trouble. Voilà. Que ce soit retard de langage, que ce soit bégaiement ou autre. En fait, on ne peut jamais imputer le bilinguisme comme étant du coup un facteur d'origine de trouble. Et le bégaiement, non. C'est pas, c'est 2 choses tout à fait différentes. Et c'est pas le bégaiement, enfin le plurilinguisme n'est pas l'origine en fait du trouble de l'enfant. Ça vraiment, faut vraiment bien l'avoir en tête. Et d'ailleurs, parce que ça arrive souvent, j'imagine que les enseignants et des enfants qui sont en situation de bilinguisme, du coup la langue de l'école, la langue à la maison et tout, c'est pas un facteur de retard de langage. Donc un enfant qui ne parle pas, il faut quand même emmener consulter chez l'orthophoniste. C'est pas parce qu'il parle une autre langue à la maison qu'il parle plus tard. Tout ce que j'ai dit sur le langage oral plus tôt, ça vaut quoi. Ça vaut même du coup en cas de bilinguisme ou de plurilinguisme. Okay. On va dire, sauf si du coup l'enfant est monolingue, c'est-à-dire du coup dans sa famille il ne parle qu'une langue et qu'il vient d'arriver dans le pays et qu'il est en pleine phase de découverte de la langue. C'est-à-dire que il découvre les élèves allophones. Évidemment que là, du coup, il va pas être fluent en français et il va pas bien comprendre le français, ça c'est évident. Mais ça veut dire que normalement, il parle dans sa langue. Enfin, il parle avec ses parents et il a développé son langage et voilà. Un enfant qui ne parle ni dans sa langue, ni en français, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. Il faut évaluer quoi. Voilà. Mais c'est pas dû au bilinguisme. En fait. C'est pas dû au bilinguisme. C'est un autre trouble. Non. C'est intéressant ça, je pense, à savoir. Et je pense qu'il faut le faire passer aussi parce que ça fait partie. Il y a plein d'idées reçues. Donc il y a le bilinguisme, effectivement. On se dit c'est normal que l'enfant parle plus tard parce que du coup il est bilingue ou parce qu'il est trilingue. Non. Et il y a aussi des choses comme, mais bon ça vous concerne un peu moins, c'est-à-dire du coup on a les médecins qui attendent tout le temps l'entrée à l'école avant de faire consulter en orthophonie. C'est-à-dire que du coup l'enfant ne parle pas, attendez qu'il arrive à l'école. Du coup, on a des enfants qui, à 3 ans, ne parlent toujours pas, mais on attend qu'ils arrivent à l'école. Non. C'est pareil. En fait, nous, on est plutôt pour des prises en charge précoces. Plus les enfants nous arrivent tôt et plus on peut mettre des choses en place tôt. Et normalement, un enfant de 3 ans devrait parler, en fait. C'est-à-dire, du coup, alors, il fait pas des discours, mais il devrait déjà parler et faire des petites phrases à l'entrée à l'école, quoi. C'est-à-dire que, du coup, un enfant qui arrive à l'école sans parler, c'est déjà... voilà.
Et c'est vrai que des fois, on peut avoir tendance à retarder. Moi, j'ai en tête quelques élèves où finalement, on a décelé tard, je reviens un peu là sur le bilinguisme, mais on a décelé tard des troubles du langage parce que, oui, mais c'est peut-être parce que dans sa famille, on parle une autre langue. Oui, et alors que du coup... ça amène à repousser, sauf qu'en fait, après, on se rend compte qu'effectivement, c'est parce que, en fait, il y a un trouble sous-jacent que cet enfant a du mal à développer ces deux langues. C'est pas le fait d'avoir des deux langues qui l'empêche, c'est l'inverse, en fait. C'est que du coup, souvent, il y a un trouble phonologique qui l'empêche de bien développer ces deux langues. Voilà. Ça marche. Et puis la dernière question que j'avais, mais qui je pense nécessiterait à elle seule tout un épisode, c'est comment bien repérer les troubles 10, que dire aux parents et surtout que faire en classe pour les aider quand voilà, quand les élèves... En fait, il faudrait presque se reprogrammer un autre, effectivement, parce qu'en soi, c'est un épisode en soi, puisqu'en fait, trouble 10... Il y en a tellement. Enfin, déjà, on parle plus de troubles 10. Bon, c'est plus facile du coup, mais on les appelle plus comme ça, on les appelle troubles spécifiques des apprentissages. Mais effectivement, après, c'est plus facile à... voilà, moi, j'utilise toujours le terme de 10 parce que c'est quand même plus facile, mais bon, on va avoir la dysphasie, la dyspraxie, la dyslexie, la dysorthographie, la dysgraphie. Et en fait, ils ont tous une façon de se présenter tout à fait différente et effectivement, on les repère pas de la même manière et on n'adapte pas de la même manière, mais en soi, ça demande tellement de temps pour développer ça que il faudrait quasiment une demi-heure en fait pour rentrer dans le détail de tout ça. Mais écoute, si t'as envie à un moment donné qu'on se refasse ça ensemble sur ce sujet spécifique-là. Et ben voilà, avec plaisir, on pourra se refaire un épisode spécial 10 si tu veux du coup. Ouais. Ok, avec grand plaisir. Ben, je note ça. Bon, en tout cas, merci Laura, c'était génial, j'ai adoré notre échange. Tant mieux, je vois que du coup ça fait 1 heure qu'on est, mais en même temps, du coup, je sais pas comment tu feras, si tu feras en 2 parties, mais je suis hyper bavarde en fait. C'est vrai que moi aussi, mais là j'avais très envie en plus de t'écouter, j'étais tellement d'accord. Alors les auditeurs, les auditrices ne me voient pas, mais j'acquiesçais à ce que tu disais, je hochais la tête et non, c'est chouette. C'est chouette, en plus je pense que tous les éclairages que tu as donnés, que ce soit sur des petits observables bien précis pour pouvoir peut-être arbitrer autrement, comme tout ce dont on a parlé sur l'orthographe, etc. Je trouve que c'est hyper important et c'est vraiment l'objectif que j'avais de pouvoir dire si tu pouvais parler aux enseignants auxquels tu ne parles pas d'habitude, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi il y a 2 choses vraiment, c'est attention à l'affluence de lecture. Vraiment. Et du coup, à la vitesse de lecture. En fait, la vitesse n'est qu'un élément et c'est vraiment un élément secondaire de la lecture. Enfin, vraiment. Ne pas décorréler la lecture de la compréhension. Voilà. On ne travaille pas. En fait, moi, je déconseille de travailler un petit bout de ci, un petit bout de ça, un petit bout de ça, un petit bout de ça, puis on met tout ensemble. Et en fait, non, la lecture. En fait, ce qu'il faut se dire, peut-être ça va être la phrase de fin, mais la lecture et de l'orthographe, c'est coder ou décoder un message. D'accord ? Du coup, quand on lit, on décode un message. Quand on écrit, on encode, on met en code un message. C'est que du code, mais du coup, il faut que c'est du sens, en fait. Voilà. Donc, il faut que je lise du sens et que je mette du sens. Il faut que j'écrive du sens et que j'y mette du sens. Tout est dans le sens. Si on décorrèle du sens, c'est comme d'ailleurs, je ne sais pas si ça se fait, c'est peut-être plus chez les orthos, mais faire lire des mots qui n'existent pas. Ben non, tu vois, des logatomes, en fait non, ça n'a pas de sens. Donc faire lire des mots, et je sais que ça se fait dans certaines méthodes de lecture. Oui, puis moi j'ai sûrement dû déjà le faire, tu vois, en cherchant... Des suites de syllabes de mots qui n'existent pas. En fait non, ça n'a pas de sens en fait. Et il faut toujours se reconnecter à ça, reconnecter au sens. Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que ça a du sens pour l'enfant? Est-ce que ça lui donne du sens? Est-ce que ça l'aide à mettre du sens? C'est souvent ce qui aide à garder le cap en fait dans tout ça. Et puis ce que j'ai retenu aussi de ton discours et qui me parle mais à 1000%, c'est que ça les rend autonomes aussi. C'est de les rendre autonomes. C'est vraiment notre but, en tant qu'adulte et accompagnant. Enfin, moi, que ce soit, en rééducation, mon but c'est de les rendre autonomes. Et le but de l'enseignant aussi, c'est d'amener les enfants à être les plus autonomes possibles. Il faut pas perdre de vue ça. Il faut vraiment leur donner le plus de clés possible pour être autonomes. Et c'est vraiment ça.
sens et autonomie, et c'est justement parce qu'on met du sens qu'on devient autonome, parce qu'on comprend. Si on fait que du global ou de l'à peu près ou du par cœur, en fait, du coup, on a des notions. Mais tout est, on se retrouve avec des collégiens. On est dépendant de ce qu'on nous a enseigné, en fait. Puis on peut plus faire de lien. En fait, on a des collégiens. Après, ça se voit pas tout de suite en primaire, ça se voit au collège. Moi, j'ai plein de collégiens. Je fais beaucoup de rééducation de collégiens, mais il n'y a pas de sens. Ils n'ont pas fait de lien. Il n'y a pas de connexion. Ils ont des concepts. On peut pas dire qu'ils ont rien appris. Ils ont des concepts, mais ça ne fait pas sens. Voilà. Ils peuvent pas du coup les remobiliser, les transférer, les réutiliser parce que ils ont pas le mode d'emploi. Ben ouais, ça n'a pas fait le réseau. Donc voilà. Eh ben merci beaucoup pour cet échange. Je suis ravie. Où est-ce que tu veux, où est-ce qu'on peut te retrouver sur la toile et voilà, sur l'atelier de l'orthophoniste sur Insta et sur Facebook. C'est là que je suis la plus active en fait. Je suis quasiment là tous les jours. J'ai une forte communauté d'enseignants d'ailleurs qui sont là parce que c'est vrai que moi c'est pour la petite histoire. Moi je suis orthophoniste, mais au début je voulais être enseignante, donc j'ai fait toutes les études pour être enseignante. J'ai bifurqué qu'à la fin. Moi j'ai fait des études de lettres et j'ai même fait du coup option professorat des écoles et tout. J'étais partie pour être enseignante et puis au dernier moment j'ai bifurqué vers l'orthophonie. Donc en fait c'est quand même moi un monde qui m'intéresse. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis spécialisée en orthophonie dans la prise en charge des troubles des apprentissages. C'est parce que du coup je suis à la jonction entre le soin et la pédagogie. J'adore la pédagogie et c'est vrai que du coup je décortique beaucoup, je vulgarise énormément. Ouais. J'essaie du coup de faire les ponts entre justement tout ce qui va être orthophonie et enseignement. Donc pour les enseignants que ça intéresse, faut pas hésiter à venir me rejoindre. J'adore discuter en plus. Voilà, j'entretiens avec des enseignants, enseignants spécialisés beaucoup de discussions en MP sur tout ce qui est pédagogie. Je décortique régulièrement des méthodes. Il y a plein d'enseignants qui m'envoient, qui me font découvrir des nouvelles méthodes et qui me demandent ce que j'en pense. Voilà, on décortique ensemble. Et donc voilà, j'essaie de vulgariser au maximum. Mes connaissances. C'est ce qui a attiré mon regard dans tes posts, quoi. C'est comme tu dis, la manière de vulgariser, de rendre clair et explicite les choses et de mettre du sens. C'est pas juste de donner le tips, c'est de dire voilà, ça je déconseille parce que ça ou comment ça fonctionne ou ce qu'on voit et on sent que t'as dit le mot qui me tient à cœur, c'est explicite. Voilà, explicite. Et c'est tout ce qui doit être fait tout le temps en enseignement, en rééducation, explicite. Il faut que la lecture soit explicite. Il faut que l'enseignement de l'orthographe, surtout, devienne explicite. Parce qu'on a fait beaucoup de progrès dans l'apprentissage de la lecture, je trouve. Quand même, je tape sur les méthodes de lecture, mais ça a beaucoup évolué. Mais alors, l'enseignement de l'orthographe, on en est loin encore. Mais on en est loin. Et il faut vraiment que ça devienne explicite. Et si du coup, on peut semer des petites graines à droite, à gauche, là, et du coup, faire en sorte que l'enseignement de l'orthographe devienne de plus en plus explicite, je vous assure que du coup, on va relever le niveau d'orthographe. Parce que vraiment, moi, je le vois chez des dysorthographiques. Donc, des enfants qui ont des pathologies de l'orthographe. Ils ont quasiment une orthographe, après, ils sont autonomes et tout. Donc, imaginez ce que ça fait chez des enfants qui n'ont pas de pathologie. Ouais, voilà. Des miracles. Donc, des miracles. Bon, écoute, merci beaucoup pour cet entretien. Et à bientôt, du coup, pour un autre À bientôt, pour un prochain, épisode. alors. Ouais. Merci d'avoir écouté l'intégralité de notre échange. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura inspiré. Retrouvez Laura sur son site l'atelierdelorthophoniste.com et sur Instagram. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire suite à l'écoute de ces épisodes, soit en utilisant l'adresse contact@mestrucsdeprof.fr, soit en commentant nos publications sur Instagram et Facebook. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour manifester votre appréciation de mon contenu. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.